Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct pour ce webinaire Ecofi avec ce thème ambitieux environnement et performance des placements qui ont du sens. Oui, parce que les enjeux de développement durable et de transition écologique sont devenus cruciaux, y compris dans la sphère financière, et c'est un sujet particulièrement important pour Ecofi. Ecofi, qui est engagé dans l'investissement socialement responsable ISR depuis les années 80, qui a placé sa méthode Impact ISR au cœur de sa gestion, alors que 100% des fonds ouverts sont ISR. Ecofi, enfin, pionnière, puisque première société de gestion à prendre le statut d'entreprise à mission, et on vous verrez, on aura sans doute l'occasion d'en reparler avec nos intervenants. Ils sont avec moi aujourd'hui justement pour parler de ces placements qui ont du sens. Sarah Alamy, directrice marketing. Bonjour Sarah. Bonjour. Aliénor Legendre, analyste ISR. Bonjour Aliénor. Bonjour. Et Olivier Ken, gérant Action. Bonjour Olivier. Il Olivier arrive. va arriver, hein, il a Olivier eu qui arrive un petit un petit peu, qui est en souci. train de faire peaufiner ses derniers réglages. C'est au programme de ce webinaire, on va revenir de toute façon en détail sur l'engagement d'Ecofi et la façon dont il a évolué depuis les débuts, notamment sur le climat. On verra ensuite comment cet engagement se renforce de façon concrète tous les jours, un petit peu plus. Comment aussi impact et performance se conjuguent, sont-ils conciliables, sont-ils complémentaires? Et puis on conclura par un exemple très parlant en analysant comment toutes ces exigences se traduisent, s'illustrent dans le fonds Ecofi, Agir pour le climat. Alors voilà, un programme riche, hein. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Si vous ne pouvez pas tout voir, le replay de ce webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur le site d'Ecofi, et vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct pendant toute la durée de cet échange avec le bouton prévu à cet effet. Et tout de suite, je vais me tourner virtuellement vers vous, Sarah. Expliquez-nous un petit peu comment justement Ecofi a construit cet engagement climat, un engagement qui, je le disais dans mon introduction, a plus de 20 ans aujourd'hui, le bel âge. Effectivement, alors, Ecofi est un acteur historique de l'asset management, de la gestion d'actifs en France. Nos clients, nos investisseurs nous positionnent vraiment comme le leader de l'investissement responsable auquel nous participons depuis 50 ans. Nous les fêtons d'ailleurs, cette année. Alors en 1983, nous avons lancé notre premier fonds de partage. En 2000, un des premiers fonds ISR sur le marché gérés selon les principes de l'investissement socialement responsable. Et cette démarche d'investisseur responsable s'inscrit dans la continuité avec la signature des PRI en 2009. Nous avons été une des premières sociétés de gestion à les signer. Donc on en a vraiment conscience depuis longtemps. C'est l'objectif qui dirige nos investissements, générer du rendement et avoir un impact positif. Notre différence, on la cultive, c'est vraiment ce que nos clients viennent chercher chez nous, cette différence, cette identité. Allier performance et responsabilité n'est pas antinomique. C'est même une preuve de succès, comme l'attestent les diverses récompenses qu'on a pu obtenir ces dernières années. Je peux citer par exemple la dernière en date, celle du trophée de la finance durable décerné par Gestion de Fortune. Mais effectivement, oui, beaucoup de chemin parcouru, comme vous le disiez, avec une accélération depuis les accords de Paris en 2015. Alors justement, les accords de Paris, Sarah, qui vont pour la première fois finalement fixer des objectifs à atteindre, avec notamment celui, je pense qu'on connaît le plus, hein, ça va être limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Ça a été peut-être le déclic, même si on a vu que vous n'avez pas attendu ce moment, hein, peut-être le déclic qu'il fallait aussi accélérer sur ce sujet dans votre métier de gérant? Alors le déclic non, hein, parce qu'on l'avait eu depuis longtemps, mais Bien sûr, l'accélération, ouais. certainement. Une chose Mmh. est sûre, c'est que, les accords de Paris sont un catalyseur pour l'investissement responsable et si je fais le lien avec une société de gestion, vraiment notre rôle, c'est justement de faire le lien entre les entreprises et les investisseurs. Mmh. Cette prise de conscience, du monde n'est pas qu'environnementale, hein. On a pu voir avec ce qui s'est passé avec, la crise sanitaire. On sait qu'il faut changer les différents modes de production, nos habitudes de consommation pour arriver à un résultat et ça passe aussi par l'investissement pour accompagner ces entreprises actives dans la transition écologique et énergétique et pour le futur, notre futur. Et ça consiste à renforcer la sélection des entreprises que nous mettons en portefeuille, de manière à ce qu'elles délivrent la meilleure performance financière, extra-financière dans la durée. Donc un des éléments, vraiment importants de notre engagement a été le passage en 2019 de notre gamme à une Mmh. gamme 100% ISR. C'est-à-dire que l'intégralité de notre offre de gestion collective est gérée selon les principes de l'investissement socialement responsable. On a une méthodologie stricte et des exclusions qui permettent de sélectionner les meilleures sociétés en termes de notation environnementale,
sociale et de gouvernance. 2020, on continue avec notre statut d'entreprise à mission, Mmh. c'est-à-dire qu'on inscrit dans ces statuts notre raison d'être, qui est de délivrer de la performance financière extra-financière en prenant en compte l'homme et la planète dans nos choix d'investissement. Quand on inscrit ces statuts dans nos solutions d'investissement, qui allient performance financière et exigence de respect de l'homme et de la planète, c'est vraiment une philosophie d'investissement forte qui nous engage. Et cette méthodologie, elle est reconnue et validée dans notre démarche de labellisation des fonds, par exemple. Et en 2021, quand la COP26 arrive, et bien évidemment, nos engagements pour le climat se renforcent aussi. Oui, donc il y a cette volonté de renforcer les engagements climat. Est-ce que c'est aussi peut-être tout simplement, là, c'est quelque chose peut-être de plus personnel, mais de voir aussi, comme tout un chacun devant notre télévision, le choc des événements climatiques de plus en plus extrêmes, sécheresse, inondations, tempêtes, peut-être le moment que l'impression qu'on était en train de passer un point de non-retour? Effectivement, les images qu'on voit sont très, très fortes, et les études, toutes les études qui sortent à ce sujet sont aussi, très fortes et vont dans ce sens. Je vais en citer 2 par exemple. Celle du GIEC. Le rapport du GIEC en 2021 nous rappelle que 6 mois de l'année, le monde vit à crédit. Mmh, C'est-à-dire que l'humanité consomme en 6 mois l'intégralité des ressources que la planète est capable de produire en 1 an. C'est très fort comme constat. mmh, La seconde, c'est l'étude du Suisse Re, le réassureur, sur la sinistralité climatique, qui anticipe un doublement des primes liées à la sinistralité entre aujourd'hui à peu près et 2040. C'est aussi un chiffre énorme et c'est très mmh. préoccupant. Donc l'urgence climatique, l'urgence de la transition écologique et énergétique, elle est là. Et en tant qu'investisseur responsable, on en a conscience et on en prend acte. Donc au-delà de ça, chez Ecofi, on pense que l'intégration des critères extra-financiers, la mesure de ces risques environnementaux, sociaux et de gouvernance sont complémentaires de l'analyse financière. Et ça permet justement une meilleure prise en compte globale des risques, d'une part, hein, et d'autre part, une meilleure identification de ces acteurs de demain, ceux qui sont actifs pour le futur, qui ont pour objectif la neutralité carbone, Mmh. pour qui c'est un devoir, et enfin pour donner du sens à ces placements. Alors ça, vous savez, on dit souvent que les engagements, en tout cas les mots, c'est bien, hein, mais ce qui compte, c'est surtout les actes. Comment cet engagement, il se traduit concrètement chez Ecofi? Alors effectivement, le renforcement de notre politique climat n'arrive pas par hasard, hein. Elle fait partie d'un contexte particulier, exigeant que les investisseurs se mobilisent. Et c'est aussi l'illustration de notre ambition à l'image de notre statut d'entreprise à mission. Donc, depuis le mois de septembre, nous avons pris des engagements forts sur notre politique climat qui s'articule en 3 axes. Donc, le premier, c'est la sortie progressive des énergies fossiles. Le second, c'est l'intégration de l'intensité carbone dans notre processus d'investissement impact ISR. Et enfin, le troisième, c'est la création d'un fonds ouvert avec 100% de ses actifs alignés sur la trajectoire 1,5 degré. Bon, 3 engagements forts. Merci beaucoup Sarah et justement, on va rentrer dans le détail avec vous Aliénor sur ces 3 engagements, à commencer peut-être par le premier et pas le moindre, hein, l'exclusion totale des énergies fossiles. C'est un sacré challenge ça, j'imagine? Oui, oui, c'est un sacré challenge et puis comme le rappelait, Sarah, en fait, il y a urgence. On peut Mmh, plus nier le dérèglement climatique et on peut pas nier non plus le fait que les énergies fossiles représentent quand même 75 des émissions mondiales de CO2, selon le programme, des Nations unies pour l'environnement. Donc il fallait qu'on agisse et pour cela, on a décidé donc de cette nouvelle politique climat et de mettre en place des premières exclusions sur les énergies fossiles. Donc plus précisément, ce qu'on fait depuis le début de l'année, c'est qu'on exclut de l'ensemble de nos portefeuilles les énergies fossiles dites non conventionnelles. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'une énergie fossile non conventionnelle? mmh. Une énergie fossile non conventionnelle, en fait, c'est une énergie qui est très difficile à extraire et qui émet beaucoup de CO2 à l'extraction. Donc, on parle des sables bitumineux, on parle Gaz de des schiste, fours, j'imagine? oui, des gaz de schiste dont on Ouais, entend parler souvent dans les ouais. médias, du forage en Arctique, de la fracturation hydraulique, qui est aussi une technique qui amène à beaucoup de problèmes environnementaux. Et donc ça, c'est notre première manière d'agir. Notre deuxième manière d'agir, c'est d'exclure de manière
graduelle les énergies fossiles dites conventionnelles, donc tout ce qui est gaz, pétrole classique. Et donc pour cela, on a décidé à partir de cette année d'exclure des portefeuilles les sociétés qui font un chiffre d'affaires de plus de 50% Mmh. dans tout ce qui est extraction, raffinage, transport de pétrole. Donc ça nous permet d'une part d'exclure donc toutes les grosses majors pétrolières qui pour nous n'ont pas encore de stratégie assez efficace en termes de climat. Et ça nous permet de mettre une première pierre à l'édifice. Et plus tard, donc on a quand même décidé de se donner des objectifs long terme aussi. On a décidé d'une sortie complète de toutes Mmh. les énergies fossiles conventionnelles au plus tard en 2050. Sortie complète de toutes les énergies fossiles en 2050, faut le répéter. Le deuxième engagement, c'est l'intégration de l'intensité carbone dans le processus impact ISR. Là, je me dis, bah, bien sûr, c'est essentiel, on est au cœur du sujet. Mesurer l'intensité carbone des entreprises et puis honnêtement, je marque un temps d'arrêt, je me dis: «Mais au fait, comment ça se mesure ça, l'intensité carbone d'une entreprise?» Alors c'est une bonne question. Donc l'intensité carbone, nous chez Ecofi, on la calcule en divisant les émissions annuelles de gaz à effet de serre des entreprises par leur chiffre d'affaires et on pondère le tout par le poids de chaque entreprise au sein du portefeuille. Ce qui nous permet, donc c'est une mesure qui est très pratique, l'intensité carbone, parce que ça nous permet de comparer les émissions de gaz à effet de serre d'entreprises de tailles différentes, de fonds différents, et aussi l'intensité carbone de fonds différents. Donc c'est quand même super important. À la Mmh. base, nous, on utilisait l'intensité carbone uniquement comme un critère de reporting. Donc on montrait aux clients les émissions de notre fonds par rapport à leur univers d'investissement. Ce qui change là réellement, c'est que l'intensité carbone, elle doit être toujours inférieure à l'univers de comparaison. Mmh. Sinon, le gérant devra vendre une partie des valeurs qui sont les plus polluantes, ce qui nous permet d'avoir des portefeuilles qui ne vont pas dans les extrêmes, si je peux me permettre. Faut qu'on rentre un petit peu dans le détail quand même, Aliénor, parce qu'une fois qu'on a expliqué comment on mesurait cette intensité carbone, on sait qu'il y a différents, périmètres. On va être un petit peu technique et vous allez sans doute l'expliquer, mieux que moi. On parle de scope 1, 2, 3. Si je résume à gros traits, le scope 1, c'est les gaz à effet de serre, pardon, émis directement par l'entreprise. Dans le scope 2, on a les émissions indirectes liées à l'énergie et le scope 3, on retrouve, toutes les émissions indirectes et en général, c'est un peu là que ça se corse parce que notamment, pour une major pétrolière, puisque vous citiez cet exemple, les émissions indirectes, c'est potentiellement toutes celles, des produits utilisés par les clients. On voit bien ce que ça peut, rapporter quand on est, tous les jours, ou toutes les semaines à la pompe. Comment vous avez procédé chez Ecofi? Alors, nous, chez Ecofi, on a décidé de prendre en compte l'ensemble des scopes pour analyser nos sociétés et pour créer nos mesures telles que l'intensité carbone. Donc, Donc on le prend en compte périmètre le le plus scope 1, exigeant au final? oui, le Ouais, scope 1, le scope 2 et le scope 3. ah Parce que c'est vous ça. l'avez très bien dit, vous citez les pétroliers, mais Mmh, en fait, il faut comprendre que pour les secteurs les plus polluants, que ce soit le pétrole, le gaz et les transports, en fait, la majorité de leurs émissions ne se retrouvent pas forcément dans le scope 1 et 2. Ils sont dans le scope 3. mmh, Et juste pour revenir sur la définition, parce que je pense que tout le monde ne sait pas trop ce que c'est que le scope 3 et c'est bien de faire des rappels. ouais. Le scope 3, ça prend en compte l'ensemble des émissions indirectes, comme vous l'avez dit, de la chaîne de production des biens et services, donc tout ce qui est en amont, tout ce qui est toutes les émissions des fournisseurs et l'utilisation des biens et services en aval, donc les clients. Donc si on prend par exemple l'exemple des transports, pour changer un peu des pétroliers, Ouais. on va calculer en fait les émissions des fournisseurs. Donc ça peut être des fournisseurs en matières premières. On sait que les matières premières sont très dures à extraire et donc très polluantes. Donc on va prendre en compte les émissions des matières premières qui servent par exemple à construire une voiture. Donc ça, Mmh. c'est l'amont. Et on va prendre l'aval, donc la voiture in fine, donc la voiture thermique par exemple, tout au long de son cycle de vie et quand elle roule. Et donc on va prendre les émissions de la voiture. Mmh. Alors, certains investisseurs sont encore, on va dire, réticents à prendre en compte le scope 3 Ouais. parce qu'ils ont peur des effets de double comptage.
C'est vrai que les émissions d'une voiture, elles peuvent être comptées dans le secteur pétrolier, mais elles peuvent être Ouais, aussi comptées dans le secteur automobile. automobile. Mais néanmoins, nous, on considère que c'est très important de les prendre en compte parce que sinon, on ne peut pas avoir un bilan, on va dire, un bilan carbone complet Mmh. d'une entreprise et d'un secteur. Et en plus, c'est d'autant plus important que les méthodologies, elles évoluent sur le sujet et qu'il faut qu'on soit là en permanence pour challenger, pour avoir une mesure qui soit fiable et qui nous permette, in fine, de prendre en compte toutes les émissions. Bon, on voit, hein, 2 engagements déjà, très importants, très forts, il y a ce dernier engagement, lui aussi, création d'un fonds aligné avec l'objectif de hausse de température de 1,5 degré. Il faut se remettre en tête peut-être cette enquête, avant de parler, de ce fonds. Cette enquête du Carbon Disclosure Project qui nous expliquait en octobre 2021 que seuls 158 fonds sur 16 500 analysés, 158 fonds sur 16 500, hein, je répète ces chiffres, étaient jugés conformes à l'objectif de l'accord de Paris, justement, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Alors là, pareil, comment vous avez réussi à faire pour avoir un fonds qui est sur cette trajectoire de 1,5 degré? Alors, bonne question. Donc, Vous avez passé des nuits blanches. oui, non, ça va quand même. Alors on y va step by step, hein. D'abord, il faut comprendre que pour considérer que notre fonds, donc le fonds en question, c'est Épargne Éthique Action, qui est le premier fonds ISR d'Ecofi, qui a été créé il y a plus de 20 ans. Donc ce fonds, pour qu'on le considère complètement aligné, il faut que 100% de son actif soit aligné avec la trajectoire de degré, 1,5 degré, pardon. 1,5 degré. Euh, 1,5 Ouais. degré. Et donc, pour qu'on considère que 100% de l'actif soit aligné, il faut qu'on dise si une société est alignée ou non avec les scénarios climatiques. Et c'est là où ça se complique. Mais en fait, ça se complique pas tellement parce que c'est assez simple. Nous, chez Ecofi, en fait, on fait la différence entre les émissions de CO2 annuelles de la société et le budget carbone qu'on lui alloue. Donc, ce budget carbone, il est estimé sur la base de budgets sectoriels qui sont prévus par l'Agence internationale de l'énergie et ils sont recalculés en fonction de la part de marché de la société dans le secteur. Il faut savoir que pour l'instant, c'est vrai, vous avez raison, vous citez le CDP où il y a très peu de fonds qui sont considérés comme alignés. Donc, c'est vrai que ça reste un challenge que grâce à cette méthodologie, ou du moins, cette méthodologie, elle implique qu'on a un univers d'investissement qui est quand même restreint. Toutes les sociétés ne sont pas alignées, c'est vrai. Ouais, on va y Il y a venir, ouais. quelques biais sectoriels, mais je pense que Olivier reviendra dessus, notamment côté énergie, c'est-à-dire que le secteur de l'énergie, nous, on a constaté qu'il y avait très peu de sociétés alignées, mais c'est pas pour autant qu'on a un univers qui est complètement vide de sociétés. On a des sociétés, par exemple, dans le fond, comme EDP Renovabase ou Schneider Electric, qui passent le filtre parce qu'elles respectent leur budget carbone grâce à des stratégies qui sont précises et des objectifs concrets de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont notamment basés sur les Science Based Targets qui sont reconnus sur la place comme concrets et sérieux. Alors justement, je vais passer la parole à Olivier. Je l'imagine, hein, dans son bureau, comme aujourd'hui, installé, en train de travailler, puis Aliénor qui toque à sa porte, qui lui dit: «Tiens, tu sais quoi Olivier, on va faire des fonds alignés sur une trajectoire 1,5 degré, puis toujours selon le CDP, ça tombe bien parce que une entreprise cotée sur 10 est alignée sur cet objectif». Et là, Olivier, vous répondez quoi? Repasse plus tard ou OK, on y va? Non, non, je réponds, on va travailler ensemble pour définir en amont l'univers d'investissement. Donc, en fait, il s'agit de bâtir un modèle avec des filtres qui va nous permettre de trouver les sociétés qui respectent cette trajectoire. Alors, effectivement, bien entendu, puisqu'on met un filtre, on va réduire cet univers d'investissement et ça va, dans un premier temps, ça induit, comme l'a dit Aliénor, ça induit des biais. Des biais, c'est-à-dire qu'on va avoir des secteurs surreprésentés et des secteurs sous-représentés. Donc, sur les secteurs sous-représentés, bien sûr, comme l'a dit Aliénor, il y a l'énergie, globalement les services aux collectivités et les matériaux de base. Et à l'inverse, vous avez un secteur qui est largement surreprésenté, qui est constitué par les financières. Donc, dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est affiner ce modèle pour essayer de limiter un peu ce biais, surtout sur la partie financière, c'est-à-dire avoir une analyse un peu plus fine. Mais globalement, je dirais que le but de ce fonds, va être et est de battre l'indice de référence, donc en l'occurrence l'Eurostoxx 50, avec le même budget risque, c'est-à-dire avec le même niveau de risque, et avec une sélection basée exclusivement sur ces critères de 1,5 degré. Et on est très confiant
le fait qu'on arrivera à battre cet indice avec le même budget de risque. Il y a quand même une question, Olivier. Ecofi n'est pas la seule sur le thème de la Non, transition écologique, ça vous a pas bien sûr. échappé, hein. Ces valeurs, elles sont recherchées, j'imagine, par de plus en plus de monde. Est-ce qu'on ne serait pas là, finalement, en train d'assister ou est-ce qu'on est peut-être déjà dans, finalement, une bulle verte avec des valorisations excessives sur les valeurs du secteur? Est-ce que c'est un peu cliché ou est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans quand même? Non, non, c'est une bonne question. C'est une question que les investisseurs se posent, je dirais, depuis maintenant 2 ans. Je dirais 2 choses. D'abord, il faut juste, remettre les choses dans leur contexte. Le secteur, globalement, des énergies renouvelables a très bien performé, à la fois en 2019 et en 2020. C'est globalement la meilleure performance sectorielle. La raison Alors principale du Olivier, sec si vous pouvez juste modifier un tout petit peu votre micro, parce que ça fait pas mal de bruit parasite. Voilà, l'écarter un petit peu, je ouais, pense. OK. Là, c'est bon? C'est Excusez-moi. mieux, c'est Là, beaucoup c'est mieux. mieux. Donc je disais que le secteur a très bien performé à la fois en 2019 et en 2020 et la principale raison, c'est une raison économique. La raison économique, c'est simplement qu'aujourd'hui, la production d'énergie renouvelable, dans 75 des cas, est compétitive avec la production d'énergie fossile, donc rentable et donc on a eu une forte adoption. Ça, c'est la première raison. Après, comme vous l'avez mentionné, surtout depuis 2020, heu, on a eu, un attrait de la part des investisseurs parce que l'annonce du Green Deal, parce que le développement des fonds ESG et quand on parle de fonds ESG, il y a énormément de fonds dédiés au climat. Donc il y a un effet offre et demande, donc un apport de flux qui a effectivement, conduit à une hausse du secteur et donc à une hausse des valorisations. Parallèlement au développement des fonds, ESG, vous avez également un fort développement de ce qu'on appelle les ETF, donc ce sont des instruments qui répliquent un indice et pour s'exposer à la thématique. Et par construction, un ETF va acheter quand ça monte et vendre quand Mmh. ça baisse. Alors que nous, on essaie plutôt de faire le contraire. Mais globalement, il y a eu cet afflux de flux depuis 2 ans. L'année dernière, pour vous donner, enfin en 2020, c'est les ETF globales qui ont attiré le plus de capitaux. Donc effectivement, il y a eu un engouement indéniable. Et effectivement, ça s'est traduit par une forte hausse de valorisation. Dans certains cas, sur des Mmh. petites valeurs non rentables, des valorisations excessives. Mais quand on regarde le secteur dans son ensemble, on est aujourd'hui sur une prime de 25 à 30 par rapport au marché, ce qui peut paraître très important en absolu. Il faut mettre ça au regard de la croissance. Je rappellerai juste un chiffre. On estime que pour tenir les objectifs du Green Deal, il va falloir multiplier par au moins 4 la base installée en énergie renouvelable. Donc une très forte croissance supérieure à la croissance du marché. Donc pour nous, d'autant plus que le secteur a corrigé l'année dernière et encore en début d'année, si on a un horizon moyen terme, on est aujourd'hui sur des valorisations qui nous semblent raisonnables. Bon, des Donc on n'est valorisations pas qui inquiet d'une semblent bulle sur l'ensemble. pas inquiet d'une bulle. J'ai une question aussi, une question bien tarte à la crème, vous allez l'adorer parce que je pense que vous l'avez jamais entendue avant que je vous la pose. Cette question qui revient fréquemment, peut-être un petit peu moins maintenant et qui nous dirait que finalement ISR et performance, ça peut pas vraiment faire bon ménage. Vous l'avez entendu celle-là, hein, déjà Olivier? On l'a entendu, on l'a entendu. Je dirais qu'en fait, quand on regarde un peu ces dernières années, le développement de l'ISR, je dirais qu'il y a eu 3 temps. Dans un premier temps, on a effectivement opposé performance financière et gestion ISR en disant: «On ne va pas faire de la performance à tout prix, mais on veut faire de l'ISR». Ça a été dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait, avoir à la fois une gestion ISR et de la performance. C'était compatible. Et je dirais que dans un troisième temps, et ça c'est l'approche d'Ecofi, nous on pense que non seulement c'est compatible, mais c'est surtout un moteur de performance. Je m'explique, on a toujours considéré que l'analyse ESG, ISR, était un très bon outil d'analyse de risque. Et quand on parle d'analyse d'un risque, face à un risque, en général, vous avez des opportunités. Quand il s'agit de la transition énergétique, ça nous paraît assez évident. On est embarqué dans cette transition énergétique. Comme dans toute transition, comme toute révolution, vous allez avoir des gagnants, des perdants. L'analyse ISR, selon nous, va nous permettre d'identifier les sociétés qui pourront tirer parti de cette transition. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est dans le transport. Le transport routier, donc l'automobile, le secteur connaît sa plus grande révolution quasiment depuis son invention. C'est la transition des moteurs à essence à l'hybride, l'électrique et en partie à l'hydrogène. À l'hydrogène qui arrive, À oui. l'hydrogène, exactement, qui Mmh. arrive. Et ben, c'est très simple. Vous regardez depuis 5 ans la performance boursière des constructeurs traditionnels, donc General Motors, Ford aux États-Unis, Volkswagen, Renault en France. Vous regardez la performance sur 5 ans et vous comparez à la performance de Tesla, leader sur le véhicule électrique. C'est un Mmh. rapport de 10. Vous la comparez à Toyota, leader mondial des véhicules hybrides. Pareil, c'est un rapport de 5. Donc ça montre bien que cette transition
pour le moment en tout cas, à profiter à certains et au détriment de d'autres. Si on prend un deuxième exemple, Eleonore parlait d'énergie. Quand on regarde la production de pétrole et quand on regarde le raffinage de pétrole, même chose. Vous prenez la performance sur 5 ans de raffineurs comme Total, BP, Exxon et vous la comparez à la performance boursière d'un raffineur finlandais qui s'appelle Neste Oil, qui il y a 10 ans a entamé la transition vers la production de diesel renouvelable, de Mmh. kérosène renouvelable. Cette société Neste Oil a multiplié par 3 sur les 5 dernières années, quand les pétroliers ont fait au mieux 0 et au pire -10. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que on est dans une transition. L'angle ISR nous permet, selon nous, de mettre en valeur, d'essayer d'anticiper les sociétés qui vont en bénéficier au détriment d'autres. Bon, je Donc suis quasiment sûr que l'analyste ISR qui est Aliénor va trouver de nombreux points de convergence avec votre vision, Olivier. Complètement, moi je rejoins, ce que dit Olivier, l'ISR c'est déjà l'ISR, à la base, c'est quand même, une recherche de performance à long terme et pour qu'il y ait, cette performance à long terme, tu parlais de la gestion des risques, mais la gestion des risques ESG, elle est très importante. Parce que, l'ISR permet quand même, d'investir dans des sociétés avec des impacts, environnementaux faibles, moins sujettes à des controverses et c'est essentiel. Mais ce qui nous permet surtout, de faire de la performance à long terme, c'est, de réussir à trouver des sociétés qui sont capables de répondre aux défis environnementaux de demain, que ce soit, le réchauffement climatique, les changements de structure de ressources, et qui sont capables de faire face à l'épuisement des ressources et les sociétés qui sont aussi à même de gérer les nouvelles réglementations gouvernementales où on verra avec la tarification du carbone par exemple, et l'évolution des normes sociales qui implique pour les pétroliers, par exemple, qu'il y a de la part de la société une réelle envie Mmh. Une attente, hein. d'un désinvestissement Mmh. des combustibles fossiles. Et donc, ce qui nous permet d'éviter les actifs échoués, les stranded assets, qui Ouh là, sont qu'est-ce que c'est ça, Aliénor, ça, les actifs échoués? c'est toutes les sociétés qui en fait qui ont des actifs qui vont subir ces réglementations, qui vont subir ces changements de comportement et qui vont avoir qui vont Qui subir perdraient des leur pertes de valeur, c'est valeur. ça? Ouais, c'est ça. Oui, oui, de manière importante d'ici 20-30 ans. Et Mmh. l'ISR est là pour répondre à ça et à éviter de tomber dans le panneau et nous permettre, au contraire, d'investir dans les sociétés qui sont innovantes sur les aspects environnementaux et réglementaires, entre autres. Et on voit que le marché est sensible à ça. Maintenant, l'ISR est complètement intégré. On voit un nombre de fonds ISR tous les jours qui sont créés. C'est impressionnant. Et la réglementation, elle va dans le sens, pour qu'on fasse de plus en plus d'ISR. Alors c'est gentil parce que vous me fournissez, Aliénor, une transition toute trouvée justement sur le volet réglementaire dont on n'a pas encore vraiment parlé. Là, je vais revenir à Sarah, effectivement, qui est en train de se mettre en place pour que l'investisseur s'y retrouve mieux. Et je veux notamment parler, bien sûr, là aussi de SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, hein, la régulation européenne, qui devrait permettre à tout un chacun, à vous, à moi, de mieux s'y retrouver sur le caractère durable ou pas des produits qu'on lui propose. Et à côté de ça, une offre ISR, là aussi, vous l'aviez dit, Aliénor, qui grossit de jour en jour. Tout ça est quand même très porteur, Sarah. Oui, oui, alors c'est indiscutable, hein, la prise de conscience collective, elle est là. Beaucoup d'actions sont entreprises. On a parlé de Green Deal, de réduction de gaz à effet de serre et tout ça va demander, des investissements et du financement. Et on a pu constater, ces derniers mois une augmentation de l'offre ISR et c'est là qu'on se confronte à un problème, de lisibilité, de comparabilité, en fait et c'est là que le régulateur intervient. Les labels aussi qui sont un guide, hein, vraiment pour, les investisseurs en fonction, de leur sensibilité. Alors cette inflation, réglementaire qu'on a pu connaître, on a mentionné, SFDR, hein, mais préalablement, il y a aussi eu la doctrine de l'AMF qui demandait en gros aux sociétés de gestion qui voulaient faire, de l'ISR de mettre en œuvre des moyens pour analyser ces univers d'investissement et engager, des niveaux de sélectivité, grâce à cette analyse extra-financière. La taxonomie par la suite et cetera. Donc nous, chez Ecofi, on a fait le choix de faire en sorte que toute notre gestion collective ait pour objectif de battre l'univers d'investissement auquel elle se réfère d'un point de vue de l'intensité carbone.
Tous nos fonds sont articles 8 ou 9 au sens de SFDR, qui Mmh. demandent de classifier les fonds en fonction de leur sensibilité au développement durable. 2 tiers de nos fonds sont labellisés pour permettre aussi à nos investisseurs de s'y retrouver facilement dans leurs choix. Et si on regarde les statistiques de l'AMF, on sait que plus de 60% des fonds sont article 8 ou article 9. Donc ça en dit long sur la tendance. Le sens de l'histoire est là. On a tous un rôle à jouer et le nôtre en tant que société de gestion, c'est de proposer des fonds qui allient performance financière et performance durable, respect de l'homme et de la planète. Justement, finalement, pour aborder la dernière partie de ce webinaire, on a choisi de voir comment, tous ces concepts s'incarnaient, tous ces concepts qu'on vient d'aborder avec ce fonds Ecofi Agir pour le climat. Olivier, la parole est à vous. On veut tout savoir sur ce fonds dont vous vous occupez. Oui, alors, d'abord, c'est un fonds qui dispose de 3 labels, ce qui est assez rare sur la place. C'est-à-dire que c'est un fonds qui répond au label Greenfin, donc le cahier des Ouais. charges Greenfin. C'est un Donc ça, c'est fonds, le ministère de la transition écologique, hein, tout Greenfin. à fait, il y a un Plus cahier des centré charges qui était justement sur la transition écologique. exactement sur la Ouais. transition écologique. C'est un fonds, qui est, donc label ISR, bien sûr, comme tous nos fonds, et c'est un fonds également qui fait de l'investissement solidaire. Après, c'est un fonds qui est multi-actif, c'est-à-dire qu'on investit, donc j'ai mentionné le solidaire, mais on investit à la fois dans les actions et les obligations. C'est plutôt une prédominance action, puisque la poche action représente au minimum 60 et en règle générale, la vitesse de croisière, c'est autour de 75 donc une forte dominante action. Et ensuite, on a décidé d'investir dans les obligations et en particulier et à 100 dans ce qu'on appelle les green bonds, les Mmh. obligations vertes. Pourquoi ce choix? Pour 2 raisons. La première, pour des raisons de diversification, c'est-à-dire que s'agissant d'un secteur où on a quand même une certaine volatilité, ça nous permet de réduire un peu la volatilité du fonds. Et la deuxième raison est, je dirais, plus philosophique, c'est-à-dire que s'agissant de la transition énergétique, quand on parle de green bond, on parle vraiment d'un véhicule pur. C'est-à-dire que ce sont des obligations qui sont auditées, certifiées et dont on est sûr que les fonds levés vont être utilisés pour un projet de transition énergétique. Donc Mmh. ça nous paraissait intéressant, d'autant plus en Europe, vous avez peu de véhicules purs sur cette transition. Donc c'est un fonds multi-actif, 3 labels. Sur la partie action dont je m'occupe plus spécifiquement, on a, c'est très simple, donc on est focalisé sur cette transition énergétique avec l'objectif de net zéro émission et on a une approche que je qualifierais d'assez pragmatique et holistique. Holistique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'ensemble des secteurs. Donc quand on parle de transition, on ne parle pas que d'énergie renouvelable, bien sûr. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'ensemble des secteurs émetteurs, du plus émetteur au moins émetteur. Et à chaque fois, on va se poser la même question, comment on va pouvoir décarboner ce secteur? Quelles sont les technologies qui vont être utilisées? Quelles sont les technologies à inventer? Sachant qu'aujourd'hui, on estime que 80 des technologies, pour pouvoir arriver à net zéro émission sont disponibles. Il va falloir en inventer 20 mais on a déjà 80 et donc après, au sein de chaque secteur, on va étudier le secteur, on va étudier ses problématiques et on va chercher toujours la même chose, à identifier des sociétés leaders aujourd'hui ou leaders de demain qui vont permettre à l'industrie du transport de se décarboner, à l'industrie de l'énergie. Donc dans l'énergie, c'est assez évident, on va passer sur, il s'agit de changer le mix énergétique, donc les énergies renouvelables. Dans le transport, ça va passer, dans les avions, j'ai mentionné tout à l'heure l'utilisation de kérosène renouvelable et Mmh. pour les véhicules, oui, les véhicules électriques. Et on fait ça dans tous les secteurs, l'agriculture, etc., etc. Donc au total, on arrive à la poche action est une poche assez concentrée, il y a une trentaine de valeurs. On passe beaucoup de temps en amont à les sélectionner et après on accompagne les sociétés sur le long terme dans cette grande transition énergétique. Bon, Sarah, il est modeste Olivier, il parle pas de performance, mais, alors on va le répéter, on le répète traditionnellement, les performances passées, bien sûr, elles ne présagent pas des performances futures, mais quand même j'ai bien envie que vous m'expliquiez comment le fonds s'est comporté ces dernières années. Oui, bien sûr, n'ayons pas honte parce que c'est un fonds qui a une très, très belle histoire et au-delà de ces 5 globes Morningstar, de ces 5 étoiles, Morningstar, de ces 3 labels, donc label ISR, label Finansol et label Greenfin et de ces critères de sélection, très drastiques, il délivre une performance de 10 annualisée, à peu près, supérieure à 10 annualisée sur son horizon d'investissement. Il oscille entre le premier décile et le deuxième décile sur 3 ans et 5 ans. Donc c'est quand même la preuve qu'on peut associer, performance financière et extra-financière. Je vous rappelle bien entendu qu'investir comporte des risques, qu'il faut Eh bien oui. entendu se référer au prospectus, avant d'investir et le mieux c'est de se rapprocher de son conseiller habituel pour avoir, plus de renseignements.
Bon, merci beaucoup. On arrive au terme de cette présentation. Il y a des questions qui sont tombées et une question qui va être pour Aliénor et je pense qu'il y a une question importante qui revient là aussi souvent et qui parle de la confiance des investisseurs. On me dit, Aliénor, quelles sont vos mesures pour éviter le greenwashing? Le greenwashing, on l'explique simplement, c'est peut-être cette tendance à présenter des produits de façon peut-être plus responsable, plus verte, qu'ils ne le sont en réalité par des artifices de communication, si je devais le dire de façon simple. Alors, c'est une question, Sans pour lesquelles on pourrait répondre pendant des heures à cette question, mais je vais essayer d'être courte. Alors, pour éviter le greenwashing, il y a différentes choses qu'on doit mettre en place. Déjà, ce qu'on a expliqué aujourd'hui permet, d'une certaine manière aussi, d'éviter le greenwashing. Mais déjà, en tant qu'entreprise, il faut quand même avoir des engagements forts. Nous, chez Ecofi, par exemple, on est entreprise à mission, donc on inscrit vraiment dans nos statuts l'importance de l'investissement responsable, et c'est quelque chose sur lequel on pourra pas revenir. Ça fait partie de notre ADN, et c'est très important qu'on vise à s'améliorer sur ces sujets-là. Donc déjà, en tant qu'entreprise, on a des statuts qui sont forts et qui nous permettent aussi d'éviter euh, le greenwashing d'une certaine manière. Après, en tant qu'investisseur, comme on l'expliquait pendant ce webinaire, on a mis en place différentes améliorations de notre processus d'investissement. Donc, ça passe par l'exclusion de l'énergie fossile pour essayer de présenter des fonds où il y a réellement des sociétés qui sont moins carbonées. Ça passe aussi par l'intensité carbone, qui nous permet aussi de toujours checker en permanence que les émissions de nos fonds n'explosent pas. Et c'est aussi essayer d'améliorer les pratiques et améliorer les méthodes des investisseurs avec la création d'un fonds aligné, et essayer de trouver des mesures qui sont scientifiquement valables pour voir vraiment quelles sont les sociétés qui ont des trajectoires intéressantes. Donc il y a ça, mais après, en tant qu'analyste, on est en permanence, en tant qu'analyste ISR, de mon côté, on est en permanence en en train de recherche, gratter pour en savoir train de si tout gratter ça pour est bien éviter réel. Oui. le greenwashing. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'analyse une société, j'épluche tous les rapports annuels, je vais voir tous les rapports d'ONG, je suis en dialogue aussi en permanence avec d'autres investisseurs, parce qu'on sait que l'engagement, c'est très important en tant qu'investisseur responsable, parce que c'est bien de noter des sociétés sur des aspects ESG, sélectionner celles qui sont les meilleures, mais si on n'est pas là aussi pour les engager à ce que leurs pratiques soient en permanence bonnes pour l'environnement, bonnes pour les aspects sur des aspects sociaux ou de gouvernance, ça sert pas à grand chose. Donc l'engagement, il est très important, et c'est aussi une bonne technique pour pallier au greenwashing et challenger. Bon, réponse très claire. Une autre est finalement un peu complémentaire de celle-là. Quand est-ce que vous considérez qu'un pétrolier a une réelle stratégie de transition? Et oui, parce que beaucoup de compagnies pétrolières expliquent que voilà, elles sont en train de changer de modèle, de passer d'un modèle centré sur les énergies fossiles à un modèle qui va de plus en plus aller vers des énergies de transition avec le gaz, puis des énergies renouvelables. Total Energy a un programme d'investissement considérable en la matière. Où est, selon vous, Aliénor, le point de bascule à un moment qui va vous faire dire: «Oui, là, il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se passer»? Alors, déjà, on se documente énormément pour, Mmh. pour essayer de comprendre si une stratégie d'un pétrolier est viable ou non. Mais il y a quelques critères qui nous permettent déjà de comprendre si une société a plus ou moins une stratégie ambitieuse ou non. Donc on va regarder, déjà, il y a des critères tout simples. C'est si une société base par exemple sa stratégie climatique et ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre uniquement sur son scope 1 et son scope 2, Mmh. on a conscience déjà que la société n'est pas très ambitieuse, parce qu'elle ne compte pas challenger ses fournisseurs sur leurs émissions de CO2, ou elle ne compte pas améliorer ses produits pour qu'ils soient moins émetteurs de CO2. Donc déjà, quand il n'y a pas de scope 3 dans une stratégie climatique, Ça vous fait tiquer ça? il y a un petit warning généralement à avoir. Après, il faut aussi voir si la stratégie, elle concerne qu'une partie de l'entreprise, ou si elle concerne l'ensemble de ses produits. On voit qu'il y a des sociétés qui basent leur stratégie climatique uniquement, je sais pas, sur un produit phare, et qui ne l'appliquent pas à l'ensemble de la société. Donc là aussi, il y a une espèce de
de warning à avoir. Mmh. Et enfin, on trouve que les stratégies climatiques qui sont ambitieuses, c'est les stratégies climatiques qui sont aussi capables de réfléchir aux capacités d'investissement qui seront nécessaires à la transition. Mmh. Donc, les sociétés qui sont capables de publier les CAPEX liés à la transition sont pour nous celles qui sont les plus sérieuses. Et enfin, quelque chose de peut-être plus classique, mais celles qui donnent des objectifs de réduction à moyen long terme Mmh. sont aussi pertinentes. Bon, Parce merci qu'elles sont beaucoup pour capables cette de faire réponse. l'état des lieux à mi-chemin. Il faut savoir Ouais. faire l'état des lieux pour revoir, resserrer les vis ou pas. Il faut savoir mesurer son action pour pouvoir, accélérer, si c'est nécessaire. Merci beaucoup Aliénor pour cette réponse très complète. J'ai 2 questions pour Olivier qui montrent aussi, finalement l'éventail, des interrogations des gens qui participent à ce webinaire. 2 questions. Que pensez-vous des protéines végétales? Et là, je pense qu'il y a toute la question de l'impact environnemental de l'agriculture et notamment de l'agriculture, de l'élevage. Et puis, quand pensez-vous que les véhicules électriques deviendront compétitifs en termes de prix? Quand on les compare aux véhicules à essence. Là, on a vraiment 2 sujets assez différents avec des impacts là aussi très concrets. On vous entend pas Olivier, vous êtes mute. C'est un classique. Voilà, excusez-moi. Donc je vais commencer par la deuxième question sur les véhicules électriques. En fait, quand on regarde un véhicule électrique, 40 du coût vient de la batterie. Donc la question est de savoir à quelle vitesse va se réduire le coût de la batterie pour pouvoir être compétitif avec les véhicules à essence. On a des historiques, on peut regarder ce qui s'est passé dans les panneaux solaires. En fait, vous avez ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage et les effets d'échelle. Plus les effets d'échelle, plus vous produisez en volume, plus le prix baisse. Sur le solaire, sur les dernières années, le prix a divisé par 7. On va avoir la même chose et on a la même chose sur les batteries. Donc aujourd'hui, on est encore un peu au-dessus. Pour vous donner un chiffre, c'est à peu près 100 du kilowattheure. Il va falloir que ça baisse encore de 15-20. On pense qu'on va y arriver très vite. On pense qu'on va y arriver très vite parce qu'il y a d'énormes, je peux mentionner des économies d'échelle, il y a des énormes plans de production d'usines de batteries. C'est vrai en Asie, c'est vrai en Europe. Vous avez Tesla qui ouvre son usine à Berlin. Vous savez que Volkswagen, tous les grands constructeurs ont annoncé des plans énormes de CAPEX. Donc on va avoir une forte hausse. Et la règle, c'est quand vous doublez la règle dans l'industrie, c'est quand vous doublez vos capacités, le coût de production baisse de 20. Donc, pour répondre à la question, je pense que d'ici 2 ans, on sera à la parité. Et quand je dis parité, je parle hors subvention, c'est-à-dire qu'à Mmh. à gamme égale, un véhicule électrique Oui. sera moins cher au prix d'achat Mmh. qu'un véhicule à combustion. Je pense que, comme toujours, les gens sous-estiment la vitesse à laquelle l'adoption va monter. Et c'est vrai, en fait, quand on regarde historiquement, les véhicules électriques, on est dans une disruption, une nouvelle technologie qui remplace une ancienne. Vous pouvez regarder historiquement, toutes les disruptions ont suivi une même adoption, c'est une courbe en S. Donc, un démarrage lent. Aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est 5 de la flotte. Et puis après, quand vous arrivez à ce point économique, où finalement ça revient ça revient au même prix, vous avez ce S, une très forte adoption. Je pense qu'on est à la veille de cette adoption. Ça, c'est pour la première question. Mmh. Sur la deuxième question, oui, protéines végétales, bien sûr, c'est un marché qui nous intéresse. Je le disais, on s'intéresse à tous les secteurs. Quand vous regardez l'agriculture, il y a 2 problématiques. La première, c'est les émissions de CO2. Donc ça vient des fertilisants, des pesticides, etc. Donc là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Et ensuite, vous avez le méthane. Le méthane, ça provient du bétail. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Ça représente 5 Ah, des émissions. considérable, hein. Oui. Et donc là, voilà. Donc là, il y a 2 solutions. Enfin, il y a 2 solutions. C'est ou bien réduire le nombre de têtes de bétail, d'élevage, donc la consommation, ou bien on peut modifier l'alimentation du bétail. C'est ce qui est fait par des sociétés déjà en rajoutant par exemple des algues, donc on baisse les émissions de méthane. Mais plus généralement, la problématique est plus large, elle vient de la démographie. On est aujourd'hui 7 milliards, on va passer à 10 milliards. Vous avez déjà 2 tiers des terres agricoles qui sont utilisées Mmh. pour nourrir le bétail. Donc mathématiquement, on n'aura pas suffisamment de bétail pour nourrir la planète. Donc il va falloir trouver d'autres sources de protéines et ça vient des protéines végétales. Donc effectivement, là aussi, on s'est intéressé à la chaîne de valeur et on investit sur des sociétés qui devraient profiter du développement de ces protéines végétales. Merci beaucoup Olivier. On a une question pour ça aussi, des participants à ce webinaire qui sont intéressés au fonds climat et qui se disent: «Bah, comment on peut souscrire à ce fonds climat justement?» Oui, le mieux, c'est de vous référer à votre conseiller habituel, hein. C'est plus facile, par l'assurance vie. Le fonds est référencé, sur tous les contrats les plus répandus et les plateformes, d'assurance vie les plus utilisées. Il est également référencé dans beaucoup de PER.
Voilà, donc c'est simple, il est très simple à retrouver. Merci C'est ça. beaucoup, Sarah. On arrive voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On a bien tenu le délai. Merci à nos intervenants, Sarah, Aliénor, Olivier, de nous avoir, Merci. expliqué l'engagement climat, l'engagement, responsable d'Ecofi. Merci à vous. Merci Merci Laurent. Merci. beaucoup. Merci. Bonne journée Merci à à tous. tous de nous avoir, suivis aujourd'hui. N'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas pu tout voir, vous retrouverez le replay sur le site d'Ecofi dans quelques jours. Merci encore. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.